La Chine envoie une flotte au Venezuela. Les États-Unis tentent bien que mal de retrouver un peu de leur prestige sur la scène mondiale. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, la planète est en train de vivre une très grosse crise énergétique. La plus grosse depuis les 10 dernières années. Et c'est pile à ce moment-là qu'il y a un tremblement de terre géopolitique qui secoue les Caraïbes. Parce que contre toute attente, la Chine sort du mode ninja. Elle a déployé sa flotte et s'invite au beau milieu du terrain de jeu américain. Autrefois le royaume exclusif de Washington, la région voit naître un nouveau rapport de force. Et son nouveau centre de gravité s'appelle le Venezuela. Il faut dire que depuis la crise de missiles à Cuba, on n'avait jamais vu les Caraïbes aussi tendus. Ce qui devait être un simple exercice militaire a viré en tournant historique. Officiellement, Pékin parlait d'un exercice naval conjoint. Mais en vrai, c'était un grand panneau clignotant disant « Les gars, on n'est plus spectateurs, on joue désormais ». À Washington, ça a été un lourd coup de massue. Un affrontement direct entre la fameuse doctrine Monroe, ce vieux dogme qui dit « Les Amériques, c'est notre jardin, dont personne ne vient ». La doctrine Monroe définit la politique étrangère des États-Unis dès 1823 et demeure une référence de la politique états-unienne. Elle tire son nom du 5e président des États-Unis, James Monroe. Elle pourrait se résumer ainsi. Les États-Unis d'Amérique ne se mêlent pas des affaires de l'Europe, du monde, à 2 exceptions. D'abord, ce qui concerne le continent américain. Ensuite, ce qui touche directement aux intérêts états-uniens. Ils défendent leurs intérêts où qu'ils soient menacés. Trump pensait qu'un petit coup de pression allait suffire à faire plier Caracas. Mais à la place, il a vu les Caraïbes se repeindre en rouge et or. La manœuvre d'intimidation américaine s'est transformée en piège magistral. Les satellites américains ont capté une flotte chinoise monstrueuse, énorme. On parle de plus de 20 navires escortés de destroyers équipés de DF-21, capables de frapper avant même qu'on ait le temps de dire bonjour. Autant dire que la surprise a eu un goût d'humiliation. Pékin parlait toujours de stabilité maritime, mais la Maison-Blanche n'y croyait pas. Se disait que ce sont des affabulations chinoises. Le Pentagone a donc sonné l'alerte. Et un mot revenait partout dans les couloirs. Pearl Harbor, Pearl Harbor. Sauf que cette fois, les rôles étaient inversés. Ce n'étaient plus les Amériques qui se faisaient surprendre dans le Pacifique. C'était la Chine qui posait fièrement son drapeau dans l'Atlantique. Pendant les années 30, le Japon s'étendait en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Il occupa la région de Mandchourie, au nord-est de la Chine, et attaqua des colonies occidentales comme Hong Kong, qui était une colonie britannique, ainsi que le Vietnam, le Laos et le Cambodge, qui étaient des colonies françaises sous le nom d'Indochine française. En conséquence, les tensions s'intensifièrent entre le Japon et les États-Unis, qui imposèrent des sanctions économiques au Japon, allant jusqu'à interdire la vente de pétrole à ce dernier. Les Américains s'attendaient donc à une attaque japonaise, sans en connaître précisément le lieu ni le moment. Bien qu'ils aient réussi à déchiffrer les communications japonaises, ils n'ont pas pris de mesures défensives appropriées à Hawaï, où se trouvait la base militaire de Pearl Harbor, l'une des plus grandes bases américaines. Le 7 décembre 1941, le Japon lança son attaque sur Pearl Harbor en 2 vagues. La première vague commença à 7h55 avec 183 avions, dont des chasseurs, des bombardiers et des bombardiers torpilleurs. Ces avions visaient les navires principaux et les avions américains au sol. La deuxième vague débuta à 8h48 avec 170 avions, ayant pour objectif de détruire les cibles identifiées par la première vague. Les pertes furent énormes du côté américain, 2400 morts, dont la plupart étaient encore endormis ou piégés dans les navires, ainsi que la perte de 150 avions et 8 navires de guerre, dont le plus grand, l'USS Arizona, coula avec 1178 membres de son équipage. En revanche, le Japon n'a perdu que 29 avions, 5 sous-marins de poche et 64 hommes. Cette bataille, qui n'a duré que quelques heures, marqua un tournant majeur dans le cours de l'histoire. Le lendemain de l'attaque, le président américain Franklin Roosevelt s'adressa au Congrès et déclara la guerre au Japon. Le Congrès approuva à une large majorité et les États-Unis entrèrent officiellement dans la Seconde Guerre mondiale. À Caracas, capitale du Venezuela, l'ambiance est digne d'une victoire de Coupe du Monde. Il y a les drapeaux, les chants et même les fresques de Xi Jinping et de Maduro, bras dessus, bras dessous. Et un slogan qui tonne constamment, souveraineté ou néant.
l'équivalent vénézuélien de l'Afrique libre ou la mort. Pour le peuple du Venezuela, ce n'était pas juste une alliance militaire, c'était une revanche historique. Mais cette histoire ne sort pas de nulle part. Depuis des années, la Chine a investi des milliards au Venezuela. Pétrole, mines, télécom, routes, tout y est passé. En échange, le Venezuela devait faire des livraisons différées de pétrole brut. Sauf que cette fois, le partenariat a pris une dimension beaucoup plus musclée. D'après South China Morning Post, l'opération a été directement validée par le sommet du Parti communiste chinois. Le message il est clair. Pékin ne veut plus se contenter de régner sur ses côtes asiatiques. Pékin veut montrer qu'elle peut désormais faire des vagues dans tous les océans. Furieux comme un cow-boy privé de haricots, Donald Trump aurait sérieusement envisagé de bloquer le Venezuela par la mer. Une idée que ses conseillers ont vite rangée dans la case suicidaire, sachant que le moindre accrochage avec un navire chinois pourrait se transformer en barbecue géant dans l'océan, bombardement à gauche à droite. Résultat, Washington souffle un grand coup et attend, pendant que Pékin calme, comme un joueur d'échecs, déplace tranquillement ses pièces sous les yeux médusés du monde occidental. Voilà maintenant les États-Unis qui sont en train de fixer les Caraïbes à la jumelle. La Chine de son côté sort une autre carte, beaucoup plus fine. La diplomatie façon ninja, c'est-à-dire officiellement la Chine parle de préserver la paix régionale et de sécuriser les routes commerciales. Ils ont quand même investi dans ces routes. En langage diplomatique, c'est mignon. Vous mettez un like. Mais tout le monde a compris le sous-titre derrière. On teste ton territoire, l'Amérique. Pékin veut voir si Washington va lever un sourcil ou alors sortir les griffes. Et il faut l'avouer, quelle audace. Les États-Unis ne sont pas un petit ennemi. Ils sont puissants. Donc c'est audacieux de la part de la Chine. Depuis la fin de la guerre froide, aucune puissance non occidentale n'avait osé approcher les côtes américaines avec une flotte pareille. Les experts du CSIS ont crié au tournant historique. Parce que pour eux, Pékin ne veut plus juste participer à la partie mondiale. Pékin veut changer les règles du jeu. Le message est clair. Plus aucun coin du globe ne peut être considéré comme la propriété exclusive des États-Unis. Zéro. Au Venezuela, la fête bat son plein. Les rues sont tapissées du drapeau rouge étoilé mené au tricolore national. Sur les murs, il y a plein de slogans qui s'imposent. Le dragon veille sur le Bolivar. À la télé, on voit des images de destroyers chinois qui fendent les vagues, passés en boucle comme ça, retransmis encore et encore, présentés comme les super-héros de la liberté version asiatique. Pour Maduro et ses partisans, cette flotte n'est pas qu'un simple soutien militaire. C'est un parapluie géant contre les organes américains. Devant les caméras, Maduro rayonne. Le Venezuela n'est plus seul. Ceux qui marchent à nos côtés défendent plus qu'un pays. Ils défendent le droit des peuples à choisir leur propre destin. À Washington, ils ont fait semblant de garder leur calme. Officiellement, ce n'est qu'une simple mission de surveillance. Mais sur le terrain, ça sent la nervosité. Parce qu'il y a plusieurs navires civils vénézuéliens qui se sont fait intercepter par la marine américaine, officiellement pour des contrôles anti-drogue. En réalité, chaque arraisonnement rajoute une goutte d'essence sur le feu déjà bien allumé. La frontière entre la prudence et la provocation devient aussi floue qu'un vieux fax. Et comme toujours, les marchés s'affolent. Le baril du pétrole monte au-dessus de $110, voire même $120. Les compagnies pétrolières texanes sont en train de crier à la panique. Wall Street retient son souffle. Une seule étincelle navale, un seul faux pas. Et c'est toute la chaîne d'approvisionnement entre le golfe du Mexique et l'Atlantique qui explose d'un coup. Pendant ce temps, la Chine, imperturbable, observe très posément, un sourire en coin. Chaque mot venu de Washington, chaque mouvement de navire, chaque changement de ton est passé au microscope. Pour les stratèges de Pékin, la situation a un peu le goût de revanche. Un Taïwan inversé, où pour une fois, c'est l'Amérique qui ressent un souffle de chaud d'un rival juste devant sa porte. Bien sûr qu'ils en rient, c'est amusant. En Europe, Paris et Berlin jouent la carte du calme. On respire, appelant à la désescalade sans vraiment choisir de camp. Pendant ce temps, à Moscou, c'est champagne, je sais pas, caviar, je sais pas ce qui coûte cher chez vous. Le Kremlin savoure la scène. Parce que pour lui, voir la Chine débarquer dans les Caraïbes, c'est la preuve que la fin du règne américain n'est plus simplement un rêve ou un fantasme, mais c'est un épisode en cours. Plus au sud, le Brésil et Cuba observent la partie depuis la tribune, ravis de voir le sud global commencer à tracer sa propre voie, sans demander la permission à qui que ce soit. Même au sein de l'OEA, autrefois fief de Washington, il y a des critiques qui fusent parce qu'on accuse les États-Unis de transformer la région en zone militarisée. Ce sont les Américains qui ont commencé ça en déployant leurs navires en premier. Mais la bataille ne se joue pas seulement sur la mer, elle se déplace sur une autre forme.
La bataille des écrans. La Chine, toujours 2 coups d'avance, a très bien compris le phénomène. La guerre, c'est d'abord la propagande. À l'ère des hashtags et des vidéos virales, la guerre ne se gagne plus seulement avec des missiles, mais avec des récits. Résultat, les réseaux chinois débordent de clips glorifiant l'alliance sino-vénézuélienne. Musique épique, montage hollywoodien et discours sur l'amitié des peuples. Une propagande version 2.0 calibrée pour TikTok et Weibo. Dans les universités d'Amérique latine, il y a une question qui revient souvent. Et si l'avenir se parlait désormais en mandarin et non plus en anglais? Le monde entier, suspendu à la crise caribéenne, comprend qu'il ne s'agit plus d'un simple bras de fer régional. C'est un crash test d'un nouvel ordre mondial. Pour Pékin, c'est une occasion en or, prouver qu'elle n'est plus une simple puissance asiatique, mais un acteur global, prêt à défendre ses alliés aux 4 coins du monde. La Russie aussi est en train de faire ça, si vous remarquez. Une réalité s'impose. Depuis la chute du mur de Berlin, jamais une flotte étrangère n'avait autant chatouillé les eaux américaines. Cette fois, la Chine ne se contente plus d'observer. Elle vient marcher dans la cour du shérif. Et le vent de l'histoire qui soufflait depuis l'ouest commence clairement à tourner vers l'est. Ce qui devait être au début un duel local est devenu une partie d'échec mondial. Une ligne invisible a été franchie. Chaque mot, chaque navire, chaque tweet entre les 2 géants devient en fait un symbole d'un nouvel équilibre planétaire. Le Brésil et la Colombie, 2 piliers traditionnels de l'influence américaine en Amérique du Sud, se retrouvent soudain au cœur de cette poudrière diplomatique. Dans une interview à Reuters, le président colombien a lancé une phrase glaciale. Si les navires chinois franchissent le seuil des Caraïbes, l'ordre régional pourrait s'effondrer à jamais. Une déclaration lourde de sens, presque prophétique. Comme si Bogota craignait de devenir, malgré elle, la nouvelle ligne de front entre les 2 empires aux ambitions XXL. À Brasilia, l'ambiance est électrique. Donc, il y a des réunions d'urgence qui s'enchaînent comme des épisodes de séries politiques. Et l'idée que tout le monde croyait enterrée refait surface. Réouvrir certaines bases américaines à l'armée américaine. Autrement dit, retourner vers le futur version guerre froide. La région se divise déjà, parce qu'il y a d'un côté ceux qui veulent s'abriter sous le parapluie de Washington, de l'autre côté ceux qui voient à la Chine un contrepoids bienvenu à l'oncle Sam. Parce que l'oncle Sam dicte trop ce qui se passait en Amérique depuis trop d'années. Entre les 2 camps, les discours sont venimes. Surtout quand Trump hurle son nouveau refrain. Le Venezuela sera libéré, bien sûr. Mais derrière les slogans, il y a une question qui glace tout le monde. Jusqu'où pourrait-il aller? Jusqu'où ira-t-il avant de faire exploser la planète? À Washington, c'est un casse-tête ultime. Reculer, c'est admettre la perte de contrôle sur tout l'hémisphère. Riposter, c'est risquer une confrontation directe avec la 2e armée la plus puissante du monde. Bloomberg résume l'ambiance d'une phrase. On joue désormais sur un échiquier nucléaire. Chaque coup pourrait être le dernier. Et là, nouveau rebondissement. Pékin et Caracas annoncent fièrement les manœuvres navales conjointes. Une information confirmée par Nikkei Asia, qui tombe comme une bombe diplomatique, c'est ça l'idée. Un scénario d'exercice, c'est-à-dire comment repousser un blocus américain. C'est ça le scénario d'exercice, Un concept qui, à Washington, a déclenché les sueurs froides. Le Pentagone sonne l'alarme rouge. À Porto Rico, à Miami et à Guantanamo, l'armée américaine se met en alerte maximale. Les soldats sont en train de courir dans tous les sens. Les armes sont en train de sonner et le ciel devient une piste de décollage géante. Les B-52 décollent en rugissant, traçant les flammes dans le ciel, visibles jusqu'à la Havane. Fini les mots doux. L'Amérique répond par la démonstration de muscles. Dans le reste du monde, c'est silence radio. Les chancelleries retiennent leur souffle. L'OTAN déjà fissurée se désunit, encore un peu plus sous la pression. Ce n'est pas une crise régionale, c'est une partie de monopoly mondiale. Juste que les biais de monopoly sont remplacés par des ogives qui explosent réellement. À Londres, à Varsovie et à Tallinn même, il y a certains qui réclament déjà une réaction dure contre Pékin. Mais Paris et Berlin freinent du pied, parce que pour eux se battre autour du Venezuela, un pays dont ils connaissent à peine les frontières, ça relève du suicide géopolitique. Un diplomate allemand a d'ailleurs résumé la chose avec un humour noir typiquement teuton. Il a dit « Provoquer la Chine pour un territoire qu'on ne comprend pas, c'est flirter avec l'apocalypse ». La France, fidèle à son style diplomatique et croissant, entre guillemets, tente un dernier coup de poker, une mission spéciale pour calmer le jeu avant que ça ne dégénère réellement. Mais à Washington, on hausse les épaules, tout simplement. Parce que pour l'équipe de Trump, toutes ces initiatives humanistes européennes-là, c'est de la poésie, pas de la stratégie. Selon les stratèges américains, selon les conseillers de Trump, il ne reste qu'une option, montrer les muscles
et rappeler à la Chine que c'est encore eux qui tiennent la manette du monde, on va dire ça comme ça, qui contrôlent encore le monde. Pendant ce temps, l'Amérique latine se fissure en vitesse grand V. Cuba et le Nicaragua déroulent le tapis rouge à la flotte chinoise, pendant que le Pérou et le Chili observent la montée des tensions avec un air de voisin prudent. On ne sait pas trop. La moindre provocation pourrait transformer la région en nouvelle poudrière. Dans l'ombre, il y a d'autres qui préfèrent la diplomatie discrète. Selon El País, l'Argentine et le Mexique sont en train de discuter discrètement avec Pékin, histoire d'éviter de finir écrasés entre le marteau chinois et l'enclume américaine. Et dans les temples de la finance, c'est la panique totale. À Wall Street comme à la City, chaque rumeur fait trembler les écrans. On a le cas du baril de poudre qui a franchi les $120. Les investisseurs sont en train de hurler. Les économistes tirent la sonnette d'alarme. Si la Floride s'embrase, c'est tout le système énergétique mondial qui part en fumée, sans jeu de mots. En Europe, on a les prix à la pompe qui explosent, mais les débats télé tournent à la bagarre. Les journalistes ne parlent plus que d'une chose, la nouvelle crise de missiles de Cuba, version 2.0. Il y a quand même des analystes plus lucides qui ont souligné quelque chose d'intéressant. Yang qui disait qu'en 1962, le monde c'était simple, 2 blocs, 2 idéologies, 2 camps, et une frontière nette, précise entre les deux. En 2025, c'est tout l'inverse. Le monde ressemble à une partie d'échecs qui a été renversée, où tout le monde joue à la fois les alliés et les adversaires. Les économies sont tellement imbriquées qu'on ne sait même plus qui dépend de qui. Résultat, zéro certitude. Aucune ligne droite, juste une mèche prête à s'enflammer. Et s'il y a une explosion, personne ne sortira vainqueur de ça. Au siège de l'ONU, l'ambiance tourne à la pièce de théâtre littéralement. Chaque phrase est pensée au gramme près. Chaque mot sent la diplomatie forcée. Washington accuse Pékin de mettre le feu dans son voisinage. Pékin répond sur un ton très calme, très zen, que voilà l'arrogance d'un empire fatigué qui refuse d'admettre sa chute. Les visages se ferment, les mots deviennent les armes. Et pendant que les micros chauffent, il y a une guerre qui s'installe. À Caracas, l'incertitude est dans l'air. Les habitants guettent le ciel à chaque fois qu'un avion passe. Le moindre avion qui circule, ils vérifient si ce n'est pas l'attaque qui a commencé. Les enfants, eux, dessinent déjà les bateaux et les drapeaux sur les murs, pendant que leurs mères font la queue pour pouvoir avoir du pain. À la radio, on répète, le monde entier nous regarde. Et pour une fois, ce n'est pas qu'une image. Le monde entier regarde vraiment. Dans les grands laboratoires d'idées, les cerveaux sont en train de tourner en plein régime. Foying a fait lâche la bombe. Une nouvelle guerre froide est en marche, n'est-ce pas? Mais cette fois, elle ne démarre ni à Berlin ni à Séoul. Elle commence dans les eaux moites des Caraïbes. Le Center for Global Study renchérit. Le monde n'est plus sous un seul drapeau. La Chine, la Russie, l'Inde et d'autres puissances émergent et viennent secouer, sans complexe, le vieux trône américain. Qu'est-ce qui inquiète le plus selon vous? Ce ne sont pas les discours ni les missiles, mais c'est la possibilité d'une simple erreur. C'est-à-dire un radar qui bug, une torpille qui a été mal identifiée, un message qui a été mal traduit et, je sais pas, une erreur d'interprétation et tout s'enclenche immédiatement. Une seule gaffe et le massacre commence. À l'approche du nouvel an, le silence tombe sur les Caraïbes. À l'horizon, on voit des navires chinois qui forment une barrière d'acier, figés là, comme un rideau de fer. En face, il y a les croiseurs américains qui ne bougent pas. Les radars et les projecteurs scrutent chaque vague. Entre les deux, la mer est tendue comme un fil de rasoir. Quelques centaines de mètres seulement séparent encore la paix du chaos dans cette région. À Pékin, dans les couloirs feutrés du pouvoir, Xi Jinping aurait glissé à ses proches les mots suivants. Nous ne cherchons pas le conflit, mais il est temps que le monde cesse de tourner avec les aiguilles du passé. Une phrase simple, mais lourde de sens. La Chine ne joue plus les figurants. Elle se voit désormais comme une puissance tutélaire, prête à influencer les équilibres mondiaux et très loin de ses côtes. À Washington, le frisson traverse les murs de la Maison-Blanche. Le ton change. Certains stratèges commencent à envisager l'impensable, c'est-à-dire un compromis avec Pékin. D'autres murmurent qu'il est peut-être temps de réécrire les règles du système mondial, parce que la crise a mis en nu une évidence. Le monopole américain sur le monde touche à sa fin. Un nouveau chapitre s'ouvre, celui d'un monde d'équilibre, plutôt qu'un monde d'hégémonie. Les Caraïbes, longtemps perçus comme de simples cartes postales tropicales, deviennent donc le miroir d'une ère nouvelle. Celle des influences croisées, des alliances mouvantes, donc des alliances qui bougent et surtout des rivalités silencieuses. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, sachez que je propose d'autres décryptages encore plus percutants sur la chaîne. Donc, abonnez-vous, likez et partagez. J'attends également vos avis en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.